Bonjour à tous et à tout le monde plutôt. On est ici donc un peu en amont des rencontres nationales avec Louis, que je vais laisser se présenter par la suite pour nous parler un peu de tout ce qui est projet d'insertion. Et donc ça va nous servir un peu d'introduction à cet atelier pour fixer un peu le cadre et savoir de quoi on parle. Donc je vais laisser Louis se présenter. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup à Rome Europe pour l'invitation. Je suis désolé de ne pas être avec vous. Je sais que ces journées-là, elles sont toujours riches, passionnantes et pleines de débats et pour aider à l'action. Donc voilà, désolé de ne pas être là, mais effectivement, peut-être par la vidéo, être un peu avec vous. Donc moi, je suis Louis Bourgois, je suis chercheur au laboratoire Pacte à Grenoble, qui est un gros labo de sciences sociales. Et plus particulièrement, je suis partie d'une équipe qui s'appelle l'ODENOR, qui est l'Observatoire des non-recours aux droits et aux services. Donc, on travaille sur la question de savoir pourquoi des gens éligibles à des dispositifs ou à des services n'y ont pas accès. Voilà, j'ai soutenu ma thèse l'année dernière qui portait sur la politique lyonnaise de résorption des bidonvilles. Merci Louis. On va commencer directement avec un peu des petites questions pour voir un peu ce que recouvre le terme de projet d'insertion. Donc déjà, que sont exactement les projets d'insertion? Que recouvre ce terme? Parce qu'on voit que sur tous les territoires, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Et lorsqu'on en entend parler, c'est vrai que c'est souvent sur des exemples parfois négatifs. Donc aussi, existe-t-il des modèles qui fonctionnent bien et qui sont des réussites? Alors, sur le terme, déjà, la première notion importante, c'est celle de projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant des dispositifs d'action publique, c'est-à-dire des choses de long terme qui font partie de l'action publique financée de manière pérenne, etc. On est sur des projets, c'est-à-dire sur de l'action qui se passe sur un temps donné, avec un budget limité, avec des objectifs très précis. Et donc ça change beaucoup de choses dans la manière de gérer l'action, puisque voilà, c'est généralement sur des durées de 2 à 4 ans, on va dire. On veut résorber tel bidonville et avoir autant de personnes qui accèdent à un logement, à un emploi. Et donc, dans la manière ensuite de faire et dont les acteurs vont intervenir, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose qui me paraît importante. La deuxième, c'est qu'effectivement, généralement, ces projets sont portés par des acteurs publics. Donc, suivant les territoires, ça peut être des collectivités, ça peut être la métropole ou une ville, comme ça a été le cas à Strasbourg, par exemple. Je pense qu'à Toulouse, c'est pareil, c'est la même chose. Ou par l'État local, donc par les préfectures, en l'occurrence les DETS, anciennement des DCS, qui vont décider de faire un projet, trouver du financement, souvent du financement par la DIAL ou par l'Union européenne, et qui vont trouver un opérateur associatif pour mettre en œuvre le projet. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième serait sur la notion d'insertion, donc projet d'insertion. Insertion, très souvent, l'accent est mis sur deux axes, sur l'emploi et le logement. Alors après, il y a toutes les choses autour de la scolarisation, de la santé, etc. Mais très souvent, les axes principaux, ils sont autour de l'accès au logement et de l'accès à un emploi pour pouvoir effectivement supporter le coût du logement. Donc les projets sont vraiment centrés là-dessus. Et ensuite, peut-être la dernière caractéristique, c'est qu'en fait, il y a un peu deux types de projets. Alors, c'est un peu caricatural, mais il y a des projets qui sont vraiment d'accès direct au logement, c'est-à-dire on passe du bidonville à un logement sans case intermédiaire, en fait. Donc, plutôt dans la logique de logement d'abord qui commence à se développer en France ces temps-ci. Ou alors, on passe par la mise en place de sites temporaires en fait, d'insertion. Ce sont souvent des bungalows, des choses mises sur un terrain qui accueillent les familles et où il y a un accompagnement social vers l'insertion. Et donc, c'est vu un peu comme un sas ou comme une étape vers le logement qu'on appelle voilà, souvent village d'insertion. Donc ça, c'est un peu les deux types de projets, hein, de manière un peu grossière, mais qui peuvent aussi exister même sur un même territoire. Alors à Lyon, il y a eu par exemple d'abord un projet qui était vraiment d'accès direct au logement qui s'appelait Andatou de 2011 à 2015, et ensuite un projet qui passait par des villages d'insertion qui s'appelait I2E, insertion par l'école et l'emploi,
et qui là était avec deux villages d'insertion temporaire. Et des fois, même au même moment, on peut avoir sur un même territoire des projets qui vont être dans l'accès direct au logement et des projets qui vont passer par des villages d'insertion. Donc voilà, ça c'était un peu sur la première question de qu'est-ce que recouvre le terme. Et sur la seconde, en termes de ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas bien, effectivement, pour beaucoup de projets, on peut voir de manière vraiment quantitative, pour le coup, des résultats qui peuvent être parfois vraiment intéressants en termes d'accès au logement, d'accès à l'emploi, au bout de 2, 3 ans d'action. Mais c'est à relativiser parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des résultats qui sont que vraiment en sortie de projet et on n'a pas d'analyse à long terme. C'est-à-dire, on n'a pas d'étude d'impact. C'est-à-dire que quelqu'un qui accède à un logement à la fin du projet, est-ce que 6 mois plus tard, elle est toujours dans son logement? Est-ce que 6 mois plus tard, elle a toujours des moyens de payer son logement? Ça, on ne le sait pas, en fait. Et c'est un vrai manque aujourd'hui dans les études. Insérer, en fait, dans ce type de projet, ça ne veut pas toujours dire être sorti de la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir accédé à un logement, à un emploi, qui restent sous le seuil de pauvreté. Et du coup, leurs conditions de maintien dans le logement ou dans l'emploi voilà, sont pas du tout garanties. Merci. Déjà, bon, c'est plus clair sur effectivement ce que c'est les projets d'insertion. Nous, après, dans cet atelier, effectivement, on va plutôt s'intéresser à un peu plus aux villages d'insertion qui ont été évoqués par Louis également, plutôt que tout ce qui est plutôt logement d'abord avec de l'insertion directement dans du logement. Ce qu'on observe, nous, après, on ne sait pas, en tant que réseau CNDH Rome Europe, peut-être que c'est un biais de l'esprit et c'est parce qu'on a une surreprésentation de ce type de projet. Mais ce que nous, on observe dans notre réseau, c'est que souvent, ce type de projet, les villages d'insertion, peuvent être adressés plutôt aux personnes roms ou plutôt, en tout cas, présumées comme roms. Et donc, est-ce que quand on a une vue d'ensemble plutôt, est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi? Est-ce que c'est vraiment des projets qui sont proposés à un public en particulier? Et si oui, comment on peut l'expliquer en fait concrètement? Alors, oui, c'est sûr qu'il y a une politique de ciblage sur les Roms. Alors, c'est souvent pas explicite maintenant, même si en fait, donc souvent dans les intitulés, on va éviter d'avoir village d'insertion Rome, etc. Mais voilà, moi, quand je fais des entretiens avec les personnes, avec les professionnels, avec les décideurs, etc., très vite, c'est oui, le village Rome. Et donc, oui, il y a un ciblage, comme il peut y avoir des ciblages sur d'autres populations, sur les femmes victimes de violences, il y a un ciblage particulier voilà, sur les personnes déboutées, sur là, les Ukrainiens, par exemple, ces temps-ci, il y a aussi un ciblage très fort. Mais c'est sûr que sur les villages d'insertion, c'est voilà, un ciblage qui pose question, parce que du coup, on a clairement sur beaucoup de sites uniquement des personnes roms et souvent des personnes roms roumaines. Donc, c'est-à-dire d'une même nationalité et d'une même supposée minorité ethnique ou minorité ethnique. Et donc, oui, ça pose vraiment une question sur la politique publique qui officiellement refuse tout ciblage ethnique et voilà, toute question ethnique dans le traitement des problèmes sociaux. Mais voilà, très clairement, sur la plupart des territoires, on a un ciblage sur les Roms roumains qui vient aussi de la volonté à chaque fois d'intervenir par site et donc de dire on va régler le problème de tel bidonville avec un village d'insertion et donc souvent autour de la population concernée du bidonville. Et aussi quelque chose qu'on peut voir un peu dans le réseau, c'est souvent, effectivement, quand il y a un village d'insertion, on nous partage, par exemple, des règlements des villages d'insertion qui sont souvent assez paternalistes, qui peuvent, par exemple, obliger les personnes à ne pas recevoir du public ou à ne pas boire d'alcool sur les terrains. Et on a peu d'exemples, en fait, de villages d'insertion qui se seraient construits d'une façon un peu concertée avec, par exemple, les habitants qui seraient vraiment dans le processus pour écrire le règlement avec les acteurs publics. Et est-ce que ça, par exemple, ça s'est déjà vu? Est-ce que ça existe?
Alors, c'est vrai que la plupart du temps, on est dans ces cas-là, hein, avec beaucoup de règles dérogatoires au droit commun. D'ailleurs, la plupart des villages d'insertion, en fait, ils sont construits un peu en dehors de la loi. Donc, la loi qui régit un peu l'action sociale, c'est la loi de 2002, hein, où il y a beaucoup d'éléments sur la participation des personnes, etc. Très souvent, ces villages-là, ils sont construits un peu en dehors de cette loi-là. Et par exemple, on ne va pas avoir de CVS, qui sont les conseils de la vie sociale, qui sont normalement des instances qui sont mises en place dans les structures, notamment d'hébergement. Donc ça c'est un premier aspect. Mais finalement, cette manière de faire, c'est-à-dire dérogatoire au droit commun, elle n'est pas tellement spécifique au village d'insertion. Elle se retrouve dans les CHRS, par exemple, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Elle se retrouve pour les personnes handicapées dans les foyers de vie de personnes handicapées. Elle se retrouve dans les EHPAD. Donc, c'est-à-dire que c'est assez français, en fait, de créer et d'avoir des institutions, notamment quand les personnes vivent sur place, donc des institutions résidentielles, qui finalement se permettent de limiter l'accès à certains droits. Voilà, effectivement, tu as cité par exemple l'alcool, ça peut être même le droit à la vie affective et sexuelle, ça peut être le droit à avoir des gens chez soi, à inviter des voisins, à partir plus d'une semaine de chez soi parce qu'on part en vacances. Euh, et donc, effectivement, on est dans cette voilà, logique française de l'institutionnalisation qui pose énormément de questions, moi je trouve, en termes d'accès au droit, mais qui n'est pas exclusive au village. Et peut-être juste pour aussi, enfin pas compléter, mais juste pour dire aussi pour l'atelier, je pense que ça serait utile effectivement que ce qu'on voit dans ce que dit Louis, c'est que finalement il n'y a pas un seul village d'insertion qui serait duplicable sur tous les territoires avec un cadre très fixe et très carré, et que finalement, enfin ça dépend quand même beaucoup en fait des acteurs en présence et du territoire visé. Et ces dernières années, c'est vrai que de plus en plus, on reparle, en fait, on a une sorte de réapparition des projets d'insertion, dont les villages d'insertion, notamment à l'initiative parfois de communes, de préfets, etc., souvent de communes. Et est-ce qu'on peut faire une comparaison, enfin, est-ce que les derniers projets d'insertion sont comparables avec les projets des années des 2010, les premiers projets qu'on voyait un peu apparaître, notamment en Île-de-France, euh, où il y a des choses qui ont quand même bien évolué depuis des années. Alors, c'est vrai que bizarrement, cet outil du village d'insertion, il reste très présent, alors même que dans le même temps, on a quand même cette montée du logement d'abord sur de nombreux territoires. Donc, si on considère que les personnes dont on parle sont des personnes sans abri, finalement, la première solution qui devrait être trouvée, c'est bien de rentrer dans la logique du logement d'abord, c'est-à-dire dans l'accès direct au logement, sans passer par toutes les étapes, etc. Le village d'insertion, il rajoute en fait une espèce de marche à l'escalier de l'accès au logement, qui est une marche en plus, comme on l'a dit, qui est un peu ethnique et qui pose question. Alors, donc, effectivement, ça pose question d'avoir aujourd'hui encore une multiplication de ce type de réponses sur énormément de territoires. J'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec Tommaso Vitale et Olivier Legros, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, et c'est Olivier Legros notamment qui disait, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui viennent des années 2010 de Seine-Saint-Denis, qui finalement sont restées comme des espèces de règles dont on ne sait pas trop. Par exemple, c'est à peu près 80 personnes sur un village. Et c'est vrai que c'est la jauge qui est un peu toujours présente quand on regarde des projets. Souvent, c'est autour de 80 personnes. Alors, voilà, ça vient de choses qui sont nées un peu dans l'expérimentation des années 2010 et puis qui restent comme ça dans la même chose. Après, malgré tout, je pense qu'on a une diversité d'approches, notamment dans la manière dont sont montés les partenariats autour de ces projets-là, avec des fois des choses très restreintes autour de l'opérateur et d'autres où il va y avoir par exemple des partenariats très forts avec des bailleurs sociaux pour l'accès au logement qui sont pensés dès le début, alors que d'autres vont le penser qu'à la fin en disant zut, maintenant que les gens ont un emploi et tout ça, comment on va faire pour qu'ils aient accès au logement. Donc là, je pense qu'il y a quand même un spectre très large
de projet en termes d'approche, de partenariat, de travail avec les personnes, et puis de participation de celles-ci aux différents projets. Mais oui, on reste quand même dans cette lignée des premiers villages, en tout cas, je pense. Et peut-être aussi pour rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que voilà, en fait, ces villages d'insertion, finalement, c'était un peu dérogatoire au droit commun, mais comme d'autres types d'hébergements, d'autres types de dispositifs. Et donc, les projets visent effectivement à ce que les personnes s'insèrent au sens qu'en font les acteurs publics et puissent accéder au droit commun. Mais est-ce que dans les faits, cela fonctionne? On a déjà un peu eu une réponse sur le fait qu'il n'y avait pas d'études sur le long terme. Mais est-ce que cet outil, en fait, permet véritablement d'accéder au droit commun, alors même qu'on a dit qu'il était un peu dérogatoire au droit commun intrinsèquement? Alors, ce qu'on sait, par contre, de manière globale, c'est que… alors, je sais que souvent, quand je dis ça, les, euh, les assos, et donc peut-être les gens qui m'écoutent, disent « mais non, c'est pas vrai » et tout ça. Mais en tout cas, le nombre de personnes, on va dire, ciblées comme Roms, notamment Roms roumaines vivant en squat bidonville, baisse. Et ça, il baisse depuis quelques années, notamment depuis les années 2015. De manière assez forte. Et ça pose une question, en fait, des personnes qui restent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu s'insérer, notamment grâce à l'emploi, avec la fin des mesures transitoires en 2014, en janvier 2014, et du coup, des gens qui accédaient à l'emploi et donc à l'ensemble des autres droits, hein, parce que c'est vraiment une porte d'entrée. Et ce qu'on voit, c'est que les personnes qui restent sur les squats, les bidonvilles ou à la rue, c'est des personnes qui cumulent des difficultés très très fortes. On a vu par exemple des problèmes d'addiction qui n'existaient pas trop au début, qui sont de plus en plus présents, des problèmes de santé mentale très forts, des problèmes de handicap. Aussi, et là, Alexandre Leclève ou Olivier Perroux en parleraient mieux que moi, mais d'exploitation d'êtres humains, d'obligation à commettre des délits, d'emprise, etc. Donc là, la question, c'est de devoir être de plus en plus précis et spécialisé sur l'accompagnement des personnes. Alors, après, est-ce que cette baisse, elle est due au projet d'insertion, au village d'insertion? En partie. En partie, il y a des gens qui passent par là et qui s'en sortent, il y a des gens qui passent et qui, du coup, qu'on va retrouver en bidonville 6 mois plus tard. C'est très dur de pouvoir quantifier, mais ça fait partie, en fait, et pour moi, c'est important de voir que ces villages d'insertion, ça ne peut pas être l'unique réponse. C'est une réponse parmi d'autres sur un certain type de situation. Après, il y a des personnes pour qui ce n'est pas adapté du tout, parce qu'elles peuvent accéder directement ou à un emploi ou un logement, ou parce qu'elles ont besoin d'un autre type d'accompagnement. Et donc, en tout cas, ça peut que faire partie d'une palette. Et c'est vrai que le risque, quand on parle de ça, c'est du coup, si on dit ça marche, on va dire bon, bah, c'est ça qu'il faut faire partout et c'est ça l'unique solution. Non. Oui, ça peut être une solution pour certaines personnes, mais ça ne l'est pas pour d'autres et ça ne répondra jamais à l'ensemble des situations individuelles qu'on peut rencontrer avec, je pense, tout le monde qui est là aux Journées nationales peut rencontrer sur les terrains. Merci beaucoup. C'était la fin des questions et c'était une super conclusion en plus, donc c'est parfait. Merci, voilà, merci d'avoir accepté, Louis, de faire cette intervention filmée pour pouvoir être présent avec nous aux rencontres. Merci beaucoup.